Bienvenue, Michel Delguera. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député des Français de l'étranger. Exactement. De la 9e circonscription. Vous êtes à cheval quelque part entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, c'est ça? Exactement. Donc vous sillonnez tout ce périmètre à longueur de... La plus belle circonscription du monde. Ouais, ça c'est parce que vous êtes député. Mais on en reparlera, Michel Delguera. Mais d'abord, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Michel Delguera, me semble-t-il. Je ne sais pas. Oui, il a disparu des écrans médiatiques, disons, pour la simple et bonne raison qu'il s'est beaucoup concentré sur son travail parlementaire, notamment. Et j'ai vu, je crois comme vous, que j'ai été reconnu comme le député des Français de l'étranger qui travaille le plus. Parce que effectivement, j'ai beaucoup travaillé. J'ai enchaîné tous les grands textes, toutes les grandes réformes qu'on a mis en œuvre avec la majorité. Et donc voilà, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi beaucoup fait de terrain. J'ai fait une quarantaine de déplacements en 1 an et demi. Donc, et comme la circonscription est vaste, c'est vrai qu'au Maroc, on ne m'a pas beaucoup vu parce que j'ai 16 pays dans la circonscription. Donc, mais je vais revenir et je suis là. On est content en tout cas que vous soyez là, on est content de vous recevoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes, comme vous dites, je me suis reconcentré sur mon activité, sur ma mission. Vous êtes élu, vous êtes parlementaire. Mais en fait, quand on est député, on devient député. On n'est pas député. Il n'y a pas de formation qui apprend à devenir député. Et donc moi, j'ai été élu en juin dernier. Donc il m'a fallu que j'apprenne le métier de député. Et donc ça demande énormément de temps de travail. Ça demande beaucoup de concentration. Moi, chacun de mes amendements, j'en ai déposé 1500 amendements sur 25 000. En tout, et seul, moi j'ai, je crois, quasiment fait le travail de 50 de mes collègues. Vous avez passé votre temps voilà, à et faire donc les il amendements. faut écrire, il faut relire, valider. Enfin, moi j'avais pas de groupe, j'étais indépendant, donc j'ai dû faire tout moi-même, donc ça prenait énormément de temps. Ouais. Et ce qui s'est passé précédemment au lendemain de votre élection, tout ça c'est oublié. Moi, je sais qu'il y a toujours une instruction judiciaire. Oui. Ça vous gêne pas qu'on parle de ça? Non, absolument pas. Vous êtes très à l'aise là sur cette question-là? Non, je suis pas du tout à l'aise parce que c'est pas forcément quelque chose dont je suis très fier d'être dans une affaire de justice liée à des violences. Voilà, moi je suis absolument. Parce que ce qui vous reproche, en fait, le chef d'inculpation, c'est violence avec arme. Oui, violence avec arme par destination, c'est-à-dire qu'un téléphone, un casque, une chaise, ça peut devenir une arme par destination. Je l'ai appris, je ne savais pas. Mais voilà, et puis quand on est dans une altercation, on ne maîtrise pas toutes ces choses-là. Et moi, j'ai jamais été dans aucune altercation dans ma vie. Donc pour moi, c'est la première fois que M. Delguera en fait se faisait. Ouais. J'ai jamais eu, j'ai un casier se faisait vierge. avoir, n'est pas arrivé à se Mais gérer, je sais pas, il y a eu de la provocation, il y a eu beaucoup de choses, et puis moi j'ai mal réagi, et aujourd'hui où je vous en parle, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre, à le vivre même personnellement, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas en fait, et donc il a fallu que je rentre dans le monde politique pour découvrir cette violence-là. Vous avez été pris aussi dans le tourbillon médiatique. Et oui, vous avez fait la une pendant très longtemps des chaînes de télé, un député, non, La quelques jours. République En Marche. Ouais. Quelques jours. En Marche qui a mis un coup de casque. Oui, il y a eu quelques jours. Disons, il y a eu, les médias étant ce qu'ils sont, il y a eu, disons, une volonté de faire une sorte d'amalgame entre un jeune, peut-être de la banlieue, une racaille ou je sais pas quoi. Je suis né dans le Cantal à Aurillac, voilà, et j'ai jamais eu aucune affaire de violence dans ma vie. Et la personne avec laquelle j'ai eu cette altercation, jusqu'à il y a quelques temps, était un ami, un camarade avec lequel j'avais même une relation affective, c'est-à-dire personnelle. Ah oui, on était très potes. Mais bon, voilà, la vie politique ne doit jamais conduire à ça, et je le regrette profondément. Ça fait 1 an et demi aujourd'hui à peu près, c'est ça? Ça fait 1 an et demi. On attend, il y a une instruction qui est en cours. Qui est longue, non? C'est la normalité. Il a des arguments, j'ai les miens. Voilà, j'ai eu des ITT. Ça s'est produit en bas de mon domicile.
J'attendais que ma fille sorte de l'école, donc j'étais pas dans la rue comme on l'a décrit. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites qui sont complètement fausses. Mais bon, la justice étant ce qu'elle est, elle prend son temps et elle a bien raison. Et au procès, on dira ce qu'on a à se dire et puis voilà. Et puis la page sera tournée. Et moi, j'assumerai tout ce que je dois assumer. Voilà. C'est-à-dire y compris une éventuelle condamnation? Ah oui, mais le chien d'inculpation, vous risquez jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Oui, comment dire, la condamnation, elle sera ce qu'elle est. Maintenant, je l'assume, puisque moi, je reconnais la violence qu'il y a eu, donc je ne suis pas dans le déni ou dans le mensonge. Oui, je reconnais l'altercation, oui. Par contre, pas comme ça a été décrit. Mais bon, ça, on a des avocats. J'ai pris un très très bon avocat, 2 très bons avocats avec Maître Yacouti et Maître Dupond-Moretti, qui est plutôt qui est plutôt un bon avocat. Et voilà, on ira chacun avec nos arguments. Oui, je suis plutôt confiant sur la procédure. Et là, ça sera que et je fais confiance vraiment à la justice parce que l'instruction n'est pas simple. Et puis il y a tout un passif et donc il faut que la justice passe. En tout cas, vous êtes totalement derrière vous, même s'il y a toujours un agenda judiciaire. Oui. Mais en tout cas, c'est 2 choses différentes. Psychologiquement, vous êtes reconstruit, vous êtes reparti. Oui, bien sûr, oui, mais c'est 2 choses différentes. Il y a les affres de la vie privée et un député est un être humain qui n'est pas infaillible. Un être humain, c'est faillible, ça peut faire des bêtises, ça peut faire des erreurs, c'est la vie. Et il y a la vie politique. Et au niveau politique, je pense que je ne me suis jamais trompé pour l'instant, en tout cas par rapport à mes convictions. Voilà, j'ai toujours été fidèle et droit à mes convictions. Et conviction aussi, et votre, conviction, relation avec Emmanuel Macron. Bon, même si effectivement aujourd'hui il est embourbé avec les Gilets jaunes, on en parlera un peu plus tard, mais vous étiez ou vous êtes proche? Non, moi j'ai toujours un très très grand, un immense respect pour le président de la République. J'étais même voilà quelques jours au Maroc avec la délégation présidentielle et moi j'ai toujours un immense respect pour la personne parce que arriver comme ça, sortir de nulle part et venir balayer 40 ans ou 50 ans de vie politique et puis faire émerger toute une nouvelle génération dont je fais partie. Vous considérez être un pur produit du phénomène Emmanuel Macron? Pas totalement, parce que moi j'ai jamais été investi par la République en marche. J'ai été soutenu, mais j'ai jamais été investi. Donc moi, à la rigueur, j'ai une distance assez, critique à l'égard de la majorité. Mais quand il faut soutenir, par exemple, la motion de censure, le vote de confiance à la majorité, vous avez voté pour? Je le fais. Oui, je le fais pour, bien sûr. Avec Emmanuel Macron, bien sûr. Par l'émission, je me dis, il y a eu un éventuel échange de WhatsApp, texto, on a des échanges. On a des échanges comme en clair, M. Lagarde, est-ce que le Wi-Fi est toujours ouvert entre vous et Emmanuel Macron? Ça fait marrer, c'est le Wi-Fi. Il y a toujours le Wi-Fi? Il marche toujours. Et la connexion est toujours là. Ouais. Bien, en plus de la connexion métro 5G, vous êtes toujours à la 4G. On est encore à la 4G. Donc, non, je n'ai pas à dire la nature des échanges que je peux avoir avec le chef de l'État, le président de la République. Mais en tout cas, je lui conserve toute mon admiration, mon amitié et aussi une forme de respect, parce que franchement c'est ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui, et même dans ce moment difficile que nous sommes en train de traverser en France, il peut compter sur mon soutien. Ça veut dire, Mjid El Guerrab, et on finira là-dessus, Emmanuel Macron n'a jamais lâché Mjid El Guerrab, y compris lorsque vous faisiez la une des télés, des chaînes Tout Info, avec cette agression et cette violence mutuelle avec un membre du Parti socialiste. Emmanuel Macron ne vous a jamais lâché. Beaucoup ont lâché,
parce que dès qu'il y a un peu de... Dès qu'il y a un peu de secousse, dès qu'il y a des petites secousses, les rats sautent du bateau, hein, c'est comme ça. Les rats, carrément, oui. Non, mais les navires, c'est comme Ouais. ça, c'est ce qu'on dit quand en temps de tempête, les navires sautent, les rats sautent du bateau, c'est comme ça. Mais le président de la République n'est pas ce type de personne. Non. Il vous a jamais lâché. Toujours, il reste, et on l'a vu dans plein d'épisodes qui ont eu lieu, il reste toujours fidèle à ses amis. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une relation amicale et d'amitié entre vous, c'est ça? Oui, moi je pense pas qu'un président de la République ou un roi ou un chef d'État peut avoir des amis. Il y a beaucoup de personnes qui ont théorisé ça. Il n'y a pas d'amis. Par contre, il y a des gens sur lesquels il peut compter ou pas. Et moi, je peux vous assurer que le président de la République peut compter sur moi, et surtout quand j'estime qu'il se trompe ou qu'il va à vous êtes l'encontre. arrivé de lui envoyer un texto pour lui dire attention, attends, je sais pas si vous dites quoi, Emmanuel Macron, Macron, Non, Macron, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous dites Ouais, voilà. attention, là je suis pas trop d'accord, je pense que vous faites peut-être une erreur là-dessus. Non, Sur oui, ce bien dossier, sûr. Oui, ça m'arrive régulièrement de faire remonter de manière générale à la majorité, au président de l'Assemblée nationale, au chef de l'État, Mais au par Premier WhatsApp ou ministre. par SMS, texto? Je ne vais pas vous donner complètement Non, la nature des échanges, mais non, c'est des C'est échanges juste plutôt des canaux de fluides. communication, c'est Non, intéressant. plutôt fluide, ouais. Plutôt fluide, donc Ouais. c'est des trucs rapides, c'est plutôt WhatsApp, non? Oui, en direct. D'accord, donc en tout cas, Emmanuel Macron ne vous a jamais lâché. Non. Et donc du coup, vous considérez lui être redevable aussi, et qu'il y a vraiment, voilà, c'est fake. Non, j'estime que j'ai une fidélité à son égard. Ouais. Emmanuel Macron aussi là-dessus qui est embourbé, on peut le dire ça? Avec le mouvement spontané Gilets jaunes, ça devient très compliqué. Vous savez, Embourbé, c'est les 4x4 dans les sables. quand on a vu des jets de pavés comme en 68 en France, quand on a vu un petit peu tout ce qui s'est passé, son intervention télévisée devant 23 millions de téléspectateurs, apparemment il n'a pas convaincu, parce que encore samedi, il y a eu une mobilisation de Gilets jaunes, alors qu'il a annoncé une série de mesures, comme l'augmentation du SMIC mensuel à hauteur de 1000 dirhams par mois. Mais ça continue. Il y a une espèce de noyau dur, il y a de revendicatifs et vindicatifs. Moi, comme j'ai dit il y a quelques jours en Algérie, on me posait cette question et j'ai répondu que on est tous des gilets jaunes. Un Français est un gilet jaune. Pourquoi ? Parce que on est toujours dans une forme aussi de colère et de contestation, mais saine. C'est-à-dire quand la colère s'exprime sainement. Toujours légitime ou parfois illégitime aussi? Non, il n'y a pas d'illégitimité dans l'indignation ou la colère. Et moi, je lisais, et je suis fan, et je le recommande à tout le monde, de lire le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Ouais. Celui qui ne s'indigne pas n'est pas un citoyen. Il faut s'indigner, il faut avoir des colères saines qui puissent s'exprimer. Par contre, il faut que ce soit dans le respect de la loi, dans le respect de la République, dans le respect de notre Constitution. Et si on demande par exemple la démission du chef de l'État, il faut aller voter. C'est le cas de la part de certains gilets jaunes. Mais il faut, là on n'est plus dans le cadre de la Constitution. Donc là vous condamnez. Vous condamnez ces propos-là, vous condamnez quand il y a de la casse. Ce n'est plus une colère saine. C'est-à-dire que si vous voulez marcher sur bafouer notre Constitution, c'est-à-dire que vous passez dans l'anarchie et le chaos. La Constitution, c'est la garantie qu'on puisse vivre ensemble en commun dans un état de droit. Et si demain vous demandez la démission de quelqu'un qui vient d'être élu, c'est plus constitutionnellement acceptable, ce n'est plus républicainement, si je devais inventer un mot, acceptable. Il faut qu'on respecte nos institutions, il faut qu'on respecte l'état de droit. Après, faire des pétitions et puis s'énerver, c'est bien. Nous, du Maroc, on ne comprend pas trop le pourquoi du comment de ce qui se passe en France. Il n'y a pas que depuis le Maroc. Ouais. Dans toute ma circonscription, j'étais en Afrique la semaine dernière, j'étais en Afrique de l'Ouest, à Ouagadougou, Niamey, Dakar, j'ai fait beaucoup de... Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Et vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement? Mais il se passe que les Gilets jaunes est un mouvement, initialement c'était une colère saine, on ne veut pas une augmentation des taxes sur nos véhicules qui roulent au diesel, parce que ça va nous enlever du pouvoir d'achat. Et donc pas des taxes supplémentaires aussi, la fiscalité supplémentaire qui pèse sur les allocations de retraite. Voilà, la CSG, etc. Et donc on a déjà assez supporté, et donc on en a marre, nous, de se faire ponctionner peuple, en permanence. d'être... voilà, on en a marre.
Et donc, c'était une colère qui part de là. Et puis, petit à petit, c'est agrégé à cette colère une sorte de mouvement un peu politique, mais qui ne disait pas son nom, où vous aviez des gens qui revendiquaient un peu de tout et n'importe quoi. La suppression du Sénat. Je veux bien qu'on parle du pouvoir d'achat, mais enfin après, la suppression du Sénat, dénoncer les migrants, aller attraper des migrants dans des camions et puis les amener à la police et dire voilà. Enfin, il y a un moment où c'est devenu une sorte on n'y comprenait plus rien. Et puis, ça s'est aussi accompagné d'un grand mouvement de violence. Sur les deux dernières manifestations, cette violence s'est vraiment exprimée fortement. Et donc, il y a eu aussi un noyautage de la part de réseaux d'extrême gauche, d'extrême droite, etc. Et ça, pour le coup, c'est déplorable. Parce que la colère saine du départ a été complètement phagocytée par ces mouvements de violence. On a eu plus que ça à voir. On a eu que la violence qui s'exprime. Et c'est dommage, parce que... Et par rapport à la communauté... Et moi, je vais vous dire une chose. Oui. Les Gilets jaunes, moi, à titre personnel... Depuis le début du quinquennat, c'est exactement ce que je dis au chef de l'État, au Premier ministre, à tout le monde. Sur, par exemple, les APL, sur le fait d'enlever 5 € d'APL aux plus modestes, moi, je suis intervenu dans une réunion à huis clos. Je n'ai jamais fait de publicité de mes propos outre mesure. Moi, je ne suis pas dans la com, les médias, etc. Je ne suis pas dans la médiatisation, dans le buzz. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sur le fond. Et donc, j'ai intervenu sur le fond en expliquant que c'était pas un bon signal politique à envoyer au moment où on enlève 5 milliards, enfin 3 milliards et demi, 4 milliards, on ne sait pas précisément, mais aux plus riches. On enlève des milliards aux plus riches. On baisse les impôts des catégories très favorisées et on va taper dans la poche des plus faibles. J'ai dit ça, c'est pas ce qu'on avait dit. On a fait une campagne en disant et gauche et droite. Est-ce que ça veut dire ni droite ni gauche? Ça dépend des coups. On a ressenti plus et droite et droite. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui en France avec les Gilets jaunes, c'est le 5e rassemblement. C'était le 5e rassemblement samedi dernier. Donc il y a 2 jours. Ça veut dire que pour vous, c'était quelque part prévisible? Ah oui, moi j'ai prévenu. Oui, j'ai prévenu depuis 1 an et demi, depuis le mois de juillet 2017, je préviens que... Monsieur le Président, si vous continuez à faire ça et ça... Oui, monsieur le Président, en fait, les gens confondent tout. C'est-à-dire que le Président, c'est pas lui qui va décider d'enlever 5 € d'APL. Le Président, il trace une vision. Il dit voilà l'objectif. Et c'est le gouvernement qui conduit la vision, c'est-à-dire qui rentre dans la mécanique de où est-ce qu'on va retirer, où est-ce qu'on va faire, à qui on va enlever. Où est-ce qu'on va gratter en fait. Voilà, lui il donne exactement. Lui il donne un cap, une vision. Ça c'est le président de la République que nos institutions veulent. Et tout ce qui est technique et puis tout ce qui est concret et technique, c'est plutôt le gouvernement qui doit le Pour vous, ce mettre en œuvre. Mouvement Gilets jaunes, parce qu'entre-temps il y a eu aussi un acte terroriste à Strasbourg. Oui. Donc je sais que vous l'avez condamné sur votre page Facebook. Exactement. Autant vous n'êtes pas très visible, vous ne communiquez pas beaucoup sur les médias, autant sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent. Exactement, parce que j'estime que les gens qui me suivent sont intéressés par ce que je fais et que j'ai pas à aller raconter mes états d'âme, mes problèmes. Il y avait un haut-parleur pour dire voilà, je suis parlementaire, donc mon travail parlementaire, si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'engage tout le monde à s'inscrire à ma page Facebook, elle est publique. Parce que quand ça s'est produit, il y a eu la thèse de se dire ça tombe très bien pour le président Emmanuel Macron, donc il y a eu la thèse du complot. Bon. Vous l'avez lu et vu comment sur les réseaux sociaux comment dire moi, j'étais à une réunion au moment où le président de la République a appris en direct, on était avec des députés, et on a vu quand le président a appris la nouvelle, les attentats. Et donc, je peux vous assurer que dans les 5 minutes qu'on suivit, il a dû partir précipitamment, etc. Et que non, tout ça n'est pas prémédité. Tout ça n'est pas... et puis, on a vu la gravité du moment. Et donc, je peux vous assurer que quand j'entends ça, moi, c'est là où je vous dis la colère saine du départ, qui maintenant est devenue, par certains, devenue une forme de complotisme.
Voilà, c'est... Parce que c'est pas l'image aussi peut-être d'un climat relativement délétère aussi dans l'Hexagone. Il y a ça, il y a de ça. Non, mais vous avez raison. Aussi, je sais pas, vous avez raison, il y a de ça. C'est qu'à partir du moment où, quand on voit des gens se faire tuer, on estime que c'est commandité par la République et par l'État, c'est qu'il y a un problème, effectivement. En tout cas, c'est un symptôme de quelque chose. C'est un franco-marocain aussi. Ah, je sais pas. Apparemment, ils sont en train de dire ça. Voilà, c'est une personne en tout cas de culture, de confession je vous avoue musulmane. que Par rapport à nos compatriotes aussi, c'est ce que ça complique encore plus les choses aussi. Je sais pas, voilà, qu'il y a des. C'est un Vous parliez tout à l'heure, Français. moi, on a fait des amalgames, mais là, oui. C'est un Français. Il est né en France, je crois. Donc, c'est un Français. C'est un enfant de la France, avant d'être un enfant du Maroc. Donc la France doit assumer que c'est un Français. Voilà, et puis aujourd'hui, s'il y a une radicalisation dans les quartiers, il faut que tout le monde fasse son examen de conscience et que tout le monde essaye de prendre sa part de ça. Il ne faut pas qu'on se retourne vers les musulmans en disant vous allez régler le problème. Ou il ne faut pas qu'on se retourne vers les Marocains, puisque vous me dites qu'il est franco-marocain. Je ne sais pas, moi j'ai pas d'informations là-dessus. Mais si il est franco-marocain, on ne va pas se retourner vers le Maroc en disant il faut que vous soyez responsable. Enfin, tout ça, nous sommes une nation unie, nous sommes une nation qui a des valeurs en commun, nous sommes une nation qui partageons un dessein commun. Donc moi, les problèmes qui touchent ma nation, et quand un de mes compatriotes se fait tuer, qu'il soit noir, blanc, musulman, pas musulman, juif, chrétien ou autre, pour moi, il tue un frère. Donc, j'ai pas d'indignation sélective par rapport à ça. Et donc, tout le monde doit prendre sa part de responsabilité. Chez Delgarab. Alors, si... On vous avait taxé aussi et qualifié de faire qu'est-ce que de vous verser voulez dans le communautarisme dans votre voulez. campagne électorale législative en disant... Ça, vous remarquez. Ouais. C'est souvent d'ailleurs des critiques de gauche, c'est que on vous explique que vous ne pouvez pas faire de politique. Et puis, on vous explique, parce que sinon, ça va s'apparenter à du communautarisme. Quand vous faites de la politique, si jamais on trouve un poste ou un mot dit sur telle ou telle chose, on ressort, on dit « Ah, c'est du communautarisme, c'est du communautarisme. » Le sale communautarisme d'aujourd'hui, c'est un peu le sale arabe ou le sale juif ou sale noir d'hier. Quand on veut disqualifier quelqu'un et lui dire « Voilà, je t'interdis d'avoir accès à la citoyenneté comme tout le monde », on dit tu peux pas parce que tu es un sale communautariste, tu es un communautariste. Donc moi de ce point de vue-là, je suis fier de porter l'écharpe tricolore, et toutes celles et ceux qui ont voulu m'empêcher d'avoir la possibilité de la porter, ils en sont pour leurs frais. Il y avait 27 candidats face de moi à mon élection. Aujourd'hui, je suis devenu député de la République, et je ne suis pas député de la République issu de la communauté. Je suis député de la République, point. Je suis un député de la nation, voilà, et je représente tous les Français, ceux du Cantal où je suis né, ceux de la Lozère et ceux des Français qui habitent au Maroc ou en Algérie. Vous êtes marocain aussi? Oui, mais mes parents sont d'origine marocaine, et moi je suis plus que marocain, je suis berbère. C'est encore un étage. Les Berbères sont plus non, mais voilà, que marocains, si vous voulez, non, c'est pas ça. Même au Maroc, ouais. il peut y avoir des procès en communautarisme vis-à-vis des Berbères, par exemple. On dit il est berbère et tout ça. Donc tout ça est assez ridicule. On est une nation unie. Moi, j'aime j'aime l'Afrique. Je me sens africain. Je me sens français, je me sens citoyen du monde, et par-delà les spécificités, est-ce que je suis berbère, est-ce que je suis marocain, est-ce que mes enfants sont algériens, Vous êtes d'origine berbère, fils de bûcheron, et né à Aurillac dans le Cantal. Exactement. Et amoureux et très attaché au Maroc aussi. Très 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 attaché au Maroc, parce que c'est le pays de mes parents, c'est mon deuxième pays. C'est un pays pour lequel je me suis beaucoup engagé, j'ai beaucoup milité dans les montagnes de Ait Ishaq, à côté de Khnefra. Donc je suis pleinement tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, je regarde l'actualité, je suis en contact quasi quotidien avec ma famille ici au Maroc, avec ma famille en Algérie, puisque mon épouse est algérienne aussi. Et donc parfaitement fait de l'actualité. Et voilà, et donc moi je regarde vraiment tout ça. Ça tombe très bien, parce que moi en préparant l'émission, je me suis dit voilà, il y a eu le 12 octobre dernier. Mais je fais pas de politique marocaine, attention. Non, le 12 octobre dernier, il y a eu
un discours du souverain qui avait surpris beaucoup de monde d'ailleurs, où le souverain avait appelé un dialogue et l'ouverture d'un dialogue direct avec Alger. Avec l'Algérie, donc ça c'était le 12 octobre dernier. Et puis en grattant, en préparant l'émission, je suis tombé sur le fait que Mejid El Guerab, durant ce discours-là, il était à Alger. Parce que Alger, c'est une visite officielle. Mais c'était pas prémédité. Ah, je veux pas dire que c'était prémédité. Sa Majesté ne m'a pas prévenu. Non, mais en tout cas, le souverain tient ce discours-là et lance cet appel au dialogue le 12 octobre. Et Mejid El Guerab, franco-marocain, député, est à Alger à ce moment-là. Et moi, mes enfants sont algériens. Ils sont franco-maroco-algériens. Et mon épouse est algérienne. Donc moi, j'ai pas de... j'encourage. Mais comment ça s'est passé là-bas? Parce que là, quand il y a eu ce discours-là, il y a eu du côté d'Alger, vous étiez là-bas. Oui. Et donc, il y a eu des commentaires particuliers. Ben moi, ça va dans ce que je porte depuis de nombreuses années. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie alliance maghrébine sur notamment un point, sur les énergies. Et je porte un projet... les énergies humaines ou les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, parce que l'Union européenne, on l'oublie, c'est construite sur une union énergétique. C'était la CECA, le charbon et l'acier. L'Allemagne et la France venaient de faire des dizaines de millions de morts, de se faire la guerre, et ils ont quand même réussi à s'entendre sur le charbon et l'acier. Alors, moi, je pense que on n'en est pas au niveau de l'Allemagne et de la France, entre les Maghrébins, oui. Voilà, mais il faudrait qu'on réussisse à construire une alliance, une CEMER, j'ai appelé ça une CEMER, la communauté euro-méditerranéenne des énergies renouvelables, puisqu'il y a eu la CECA, la CEMER et puis la mer. Il y avait des projets dans ce sens prévus dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée aussi. Mon projet la logique économique pour essayer de rapprocher un petit peu mon projet a été soutenu par l'Union pour la Méditerranée. À l'époque, Fatah Sejilmassi m'avait reçu à l'UPM à Barcelone sur ce sujet-là. Et puis moi, aujourd'hui, en tant que parlementaire membre de l'Union pour la Méditerranée, moi, je porte ce projet et je le défends, mais sans préalable. Je ne suis pas dans une stratégie ou quoi. Je suis vraiment... d'idéologie, quoi. C'est pour mes enfants. Mais simplement, pour mes enfants. Je reviens à ma question initiale. Pour les enfants maghrébins et français. Le souverain, le 12 octobre dernier, fait un discours pour lancer un appel officiel d'ouvrir pour l'ouverture d'un dialogue direct et franc entre Rabat et Alger. Et vous étiez à Alger à cette époque-là? Oui, mais vous savez, moi j'ai été surpris parce que... Non, absolument pas. Vous êtes retrouvé nécessairement avec des... Non, parce que des populations locales, des Algériens qui... Moi, vous savez, quand je vais en Algérie, moi j'aime l'Algérie d'abord. Je le dis au Maroc, je le dis partout. J'aime l'Algérie. Et les Algériens, ils aiment le Maroc. Et ça, c'est ce que je constate au quotidien. Et moi, je ne suis pas dans une... J'aime l'Algérie, d'autant que, comme je vous ai dit, je suis marié à une Algérienne. Donc, mon amour, c'est un amour physique de la nation algérienne. Oui, mais il y a des tensions entre les deux pays, parce que à la fois vous êtes français, à la fois vous êtes marocain, et vous aimez l'Algérie, parce que vous aimez votre épouse, bien sûr, bien entendu. Et donc, du coup, on a deux beaux enfants. Voilà, mais tant mieux. Mais simplement de se dire, voilà, est-ce que là-dessus, il y a par rapport à... Voilà, la situation aujourd'hui, il y a le dossier du Sahara, effectivement, il y a les réunions à Genève qui sont tenues, c'est un point de discorde voilà, et de tension. Moi par rapport à ça, moi en tant que député... Du coup, je suis député français de l'étranger, justement. Donc moi, c'est les intérêts de la France, et ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie ne me regarde pas. Est-ce que ça, c'est la position de Mejid El Guerab? La position de Mejid El Guerab, elle est simple. Sur toutes les questions liées aux relations diplomatiques entre les différents pays de ma circonscription, je ne rentre absolument jamais dans ces sujets-là. Pourquoi? Parce qu'en tant que député des Français de l'étranger, je représente aussi une part de la diplomatie française, donc de la diplomatie en termes de positionnement. Et moi, mon positionnement sur tous les sujets, il est calqué sur celui du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay soutient le plan d'autonomie présenté par le Maroc pour une résolution de ce différend régional. Est-ce que donc du coup vous êtes aligné à ça? Oui, bien sûr, tout le monde appelle aussi avec. Mais bien sûr, tout le monde appelle à ce que les choses s'arrangent et que les relations entre tous les pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc soient les meilleures possibles. Et ça, c'est même, j'ai envie de vous dire, c'est du bon sens. Et vous allez voir les peuples. Et moi, je suis un représentant des peuples, du peuple.
du peuple français en Le tant que peuple député. algérien veut la réouverture des frontières Et dans mes avec le Maroc, par exemple. comment dirais-je, dans mes concitoyens que je représente, il y a des Algériens. 95% des Français qui vivent en Algérie sont des binationaux. 60% ici sont des Marocains. Est-ce que c'est un centre d'intérêt pour eux, là, le différent, le conflit Moi, comme je vous ai dit, sur les questions liées aux conflits régionaux, voilà. Moi, je ne vais pas vous parler de la Casamance, parce que la Gambie et le Sénégal, voilà, c'est des pays de ma circonscription. Je ne vais pas vous parler de la question de la Tunisie et de la Libye. Je ne vais pas vous parler... Parce que je dois aussi avoir une forme de réserve par rapport à ces questions-là. Et donc moi, je suis le plus droit possible dans mes bottes et je regarde ce que le Quai d'Orsay dit et puis j'essaie de ne pas transiger par rapport à ça. Sur l'appel pour l'ouverture d'un dialogue lancé par le... Oui, moi, je vous dis à titre personnel, j'ai été même surpris parce que je pensais qu'il y avait un dialogue direct. Mais voilà, donc alors je me suis dit, peut-être qu'il n'y en a pas, mais c'est bien. Enfin, qui peut être contre des discussions? Enfin, pour moi, c'est plutôt du bon sens, c'est bien. Il faut que les États de toute ma circonscription discutent entre eux directement sans avoir d'interlocuteurs, sans avoir de biais. Parce que souvent, on se rend compte aussi que les biais, c'est ce qui peut poser problème. Donc, des parasites sur la ligne. Ouais, voilà, il faut éviter tous les parasitages. Ouais. Bon, vous êtes sur l'Afrique, on était sur l'Afrique du Nord, sur l'Afrique de l'Ouest. Mali, Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, ça se passe comment aussi dans ces pays-là, c'est très très compliqué là-bas parce que là-bas, il y a une vraie question. Le gros sujet prégnant, c'est celui de la sécurité. La sécurité, et puis la France est très présente là-bas. On a 4500 hommes qui sont mobilisés. Très présente d'un point de vue militaire. Oui, pour stabiliser la région. Et moi, avant-hier, on recevait le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Il nous disait à quel point la situation était tendue au Burkina Faso. Je l'ai vu, moi, puisqu'il y a 2 semaines, j'étais à Ouagadougou. Je le vois. Je vois que vraiment, il y a une très très forte poussée des djihadistes et donc il y a une menace terroriste, une très très forte menace terroriste, vraiment. C'est quoi, là avant il y avait Al-Qaïda. Et là, je peux vous garantir que si demain les États tombent, on a empêché que le Mali tombe, que les djihadistes rentrent à Bamako, les terroristes rentrent dans Bamako, grâce à l'intervention de la France. Je peux vous assurer que si un des États tombe, après ça va faire effet domino. Et là, on ne sera plus dans le problème uniquement libyen, etc. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a, pour vous, M. Delguera, parce que vous y étiez donc, il y a quelques jours, il y a des pays aujourd'hui qui sont sous tension. Oui. À Ouagadougou, c'est sous tension. Ouais. Il y a une Burkina, Niger, j'étais au Niger. Oui. Niger, même si les situations sont plutôt bien maîtrisées dans les grandes capitales, je peux vous assurer que dans les zones où il n'y a pas beaucoup de population et tout ça, c'est le règne des djihadistes et des terroristes. Et donc, la France investit énormément et paye beaucoup pour la stabilité de cette région. Là, on a voté. J'étais membre de la commission de défense avant. La France fait du business aussi, il y a des intérêts économiques dans ce pays-là. Oui, mais justement. Il ne faut pas être dupe non plus. Non, mais qu'on soit d'accord sur une chose. C'est que moi, j'étais membre de la commission de la défense. Et l'année dernière, on a voté la loi de programmation militaire. Programmation militaire, pour les 5 prochaines années, on va mettre 35 milliards à peu près d'euros par an dans le budget de l'armée. Et je peux vous assurer que c'est un des points, pour revenir à notre premier point, les Gilets jaunes, il va falloir expliquer à un citoyen français, un contribuable français dans le Cantal, puisque vous savez que je connais bien la région, que ces impôts servent à la stabilité de l'Afrique dans l'intérêt de la France. Et la préservation des intérêts économiques de l'Hexagone. Je peux vous assurer un truc, c'est que c'est pas si évident, c'est pas si simple, et c'est même, à mon avis, regardez le coût politique. Oui, c'est peut-être pour ça, même si je veux qu'on reste bien sûr dans la région de l'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu la proposition de revoir à la hausse les frais de scolarité, d'inscription des étudiants étrangers en France. Oui, belle transition. Si on valorise, on revalorise en tout cas la dépense militaire,
c'est que les sous, il faut bien les trouver quelque Ouais, part. Donc, je pense pas que ce soit lié. Moi, je pense que pour les frais d'inscription, vous savez que moi, je suis un des premiers à avoir parce que le premier crié. contingent d'étudiants étrangers, entre guillemets, en France, c'est la communauté africaine, La communauté africaine, et sur deux, et les marocaines en premier. Exactement, il y Voilà. a 38 000 étudiants Étudiants marocains en France, mais la communauté africaine dans son ensemble, ça représente à peu près 45%, européens compris, mais comme eux, ils sont exclus du dispositif, puisque les Européens, eux, auront à payer les mêmes frais que les Français. Si vous prenez en dehors, je pense que ça représente 60%. Les Africains représentent 60% de la communauté étudiante étrangère. Donc, C'est quoi là, du coup, c'est quoi? C'est un enjeu politique, un enjeu diplomatique, un enjeu économique, un enjeu social, un enjeu culturel. Vous parlez de tradition française menacée, en tout cas qui est bafouée. ouais. Mais Moi, vous savez, nous aujourd'hui au Maroc, vous suivez l'actualité? ouais. Voilà. On a besoin nécessairement de faire un peu de bien aux finances publiques. Donc toutes les professions libérales, ça va des médecins libéraux, ça va aux architectes tout dernièrement, aux avocats, on leur demande aussi de faire preuve de citoyenneté fiscale, donc de payer l'impôt. On n'en est pas encore à valoriser vers le haut, à augmenter les impôts, mais à ce que chacun s'acquitte de l'impôt. En France aussi, je pense que si on revoit la hausse des dépenses militaires, ben, il y a aussi peut-être des postes. Oui, mais là, vous savez combien de personnes payent l'impôt en France? L'impôt sur le revenu. Celui, justement, pour lequel on dit, mais il ne paye pas d'impôt, donc il faut qu'il paye des frais de scolarité très hauts. Vous savez combien? 40% de Français payent l'impôt. Donc ça voudrait dire que 60% des étudiants auraient à payer les mêmes frais de scolarité que les Africains. Mais non. Et les Européens alors? Et dans ce cas, les étrangers. Parce qu'un pays étranger, c'est quoi? Un pays étranger, c'est un pays qui n'est pas français. Ce n'est pas la France. Donc l'Italie, c'est un pays étranger. Pourquoi l'Italien, lui, qui ne paye pas d'impôt, puisque la raison, c'est l'impôt, pourquoi lui, il ne payerait pas les mêmes frais de scolarité que l'étudiant de Ouagadougou? Donc vous trouvez que c'est injuste en fait? C'est plus qu'injuste. Vous n'êtes pas contre en fait l'augmentation, mais vous êtes contre les critères qui ont été établis. Si, attention. Je suis contre Oui. l'augmentation. Je suis contre l'augmentation dans la manière dont ça a été fait. Je suis contre l'augmentation sans calculer les effets, sans regarder ce que ça va produire. Et surtout, quand vous annoncez « Bienvenue en France », vous faites un grand plan « Bienvenue en France », et vous annoncez une augmentation de x15 des frais de scolarité pour les étrangers, les étudiants étrangers non européens. Voilà. Moi, je trouve que c'est une mesure comptable. Et comme d'habitude, on n'a pas affaire à des politiques, là on a affaire à des comptables. Et donc il y a un moment où moi j'ai exprimé ma colère, où j'ai dit non, il faut qu'on arrête avec cette... Vous avez un moyen WhatsApp Je ne le dirai pas. Mais bien évidemment, moi, sachez une chose, c'est que moi je suis un député libre, indépendant, et quand il y a des bonnes choses et qu'elles sont dans le sens de l'intérêt général, je les vote et j'applaudis. Là, par exemple, cette semaine, j'ai voté pour la réforme de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Et donc, j'ai applaudi, j'ai dit bravo, c'est dans ce sens qu'il faut aller. Mais quand je vois des mesures qui sont complètement incompréhensibles, qui sont iniques, voilà, je le dis. Et je le dis publiquement. Je ne vais pas faire des médias, je ne suis pas là pour faire du buzz ou je ne sais pas quoi. Et quand les établissements français à l'étranger, y compris au Maroc et dans d'autres pays du continent également, mais en tout cas au Maroc, augmentent aussi chaque année les frais de scolarité. Est-ce que vous avez un moyen WhatsApp au chef de l'État ou pour dénoncer aussi, de dire c'est dégueulasse, c'est injuste? Au Maroc, vous dites? Moi, depuis 3-4 ans, votre prédécesseur, Amir Chahi, avait été sensibilisé là-dessus. Il a dit, moi, je vais régler ça. Bon, ça n'a pas été réglé. Et puis, en fait, c'est inscrit. Voilà, chaque année, il y a les frais de scolarité. Il y a eu des manifestations ici au Maroc, à Casablanca, à Rabat, pour dénoncer la cherté aussi et l'augmentation annuelle des frais de scolarité. Et les droits d'inscription, d'ailleurs, aussi. Moi, je vous le redis, autant je ne m'occupe pas des relations entre les différents États de ma circonscription, autant ce qui se passe dans les différents pays, moi, je n'ai pas de position à prendre sur les choses parce que je suis là en tant que député français. Je ne suis pas là en tant que citoyen marocain ou quoi. Je suis là en tant que député français. Oui, mais et je parle en tant que député français. Un député français n'a pas à venir s'ingérer dans les affaires d'un pays en disant « vous auriez dû faire ça ». Sinon, on tombe dans le néocolonialisme. Non, mais ce que je veux dire, le lycée Descartes à Rabat ou le lycée Lyoté à Casablanca. Là, par contre, oui. Ah, pardon, excusez-moi. Je pensais que vous parliez des étudiants marocains. Non. D'accord. Pour les frais de scolarité,
nous, on a engagé... D'ailleurs, il y a un tarif aussi, une grille de bien sûr, évidemment, avec une différenciation. Quand on est français... Oui, d'accord. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas compris la première question. Le périmètre français dans les pays... Par exemple, les lycées français, moi, j'ai déposé des amendements, vous pouvez regarder, tout est public, où justement, je demande qu'on rétablisse les 33 millions d'euros qui ont été pris à l'AEFE. Et c'est parce qu'on enlève 33 millions d'euros à l'AEFE que, bien évidemment, quand vous avez une subvention publique qui baisse et que la seule rentrée d'argent qu'il y a, c'est les frais d'inscription pour les élèves à l'étranger, mais les frais, ils augmentent. C'est logique. Et donc aujourd'hui, pour la faire simple, parce que moi je connais bien le sujet, et puis je vois régulièrement le directeur de l'AEFE, Christophe Bouchard, avec lequel je m'entretiens souvent, et puis j'essaye de comprendre, et surtout j'essaye d'aider quand je peux aider, sur les amendements, etc., pour défendre cette grande institution qu'est l'AEFE. Vous savez, l'AEFE, c'est 500 lycées à travers le monde. 500 lycées. On est le seul pays au monde à avoir ça, à avoir un tel réseau, à avoir cette richesse-là. Donc, aujourd'hui, il faut préserver, il faut essayer de faire en sorte de consolider. Mais il faut financer aussi. Et surtout, il faut qu'on trouve des moyens de financement. Alors, on voit que la dotation publique, elle baisse. Elle baisse. Chaque année, on essaie de gratter un peu. On rabote. À la fin, on sait qu'il ne va pas rester grand-chose. Donc il faut qu'on trouve des moyens un peu pluriannuels. Moi par exemple j'ai fait une proposition très concrète, l'exit tax. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, ça me parle. L'exit tax, ça représente de Nicolas Sarkozy, ça. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. En 2011, il met cet impôt en place pour empêcher les Français qui ont créé leur entreprise en France, au moment de la revente, d'aller s'installer dans des pays qui sont plus favorables fiscalement, comme des paradis fiscaux, pour la revendre, pour ne pas avoir à payer d'impôts. Ouais. Et donc, sur 15 ans, il avait bloqué les choses en disant « Vous avez une dette à l'égard de la France ». Surtout que la plupart de ces personnes, quand elles vont à l'étranger, elles vont mettre leurs enfants dans les lycées français. Ouais. Donc, moi, j'ai dit, bon, là, il y a une corrélation directe et on peut essayer de trouver. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai voulu revenir à la commission des finances. Et aujourd'hui, je suis membre de la commission des finances parce que, justement, je défends cette idée-là de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un impôt dynamique, une source de financement de l'AEFE qui soit un peu plus dynamique, comme l'exit tax, etc. Et donc... et là, ça n'a pas l'air d'avancer, en tout cas, on a des solutions. La France... C'est tout à sa grandeur que d'avoir un réseau aussi dense et de rayonner comme ça partout dans le monde et de porter la francophonie. Je voulais conclure un peu là-dessus. Est-ce que la France continue à rayonner aussi autant en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest ? Oui, elle continue. Il y a un vrai lien historique, culturellement. Mais je constate quelque chose, et ça, c'est un mot qui m'a fait vraiment réfléchir. C'est qu'en Afrique de l'Ouest, notamment, plus qu'en Afrique du Nord, mais en Afrique de l'Ouest, il y a un vrai sentiment de francophobie qui est en train de se développer. Francophobie. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé de la francophonie à la francophobie. Et il y a un vrai sentiment de francophobie. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ouais. On est passé de la francophonie à la francophobie. Aujourd'hui, mais on me l'a dit dans mes réunions publiques et quand je parle avec mes compatriotes français, on me dit, vous savez, aujourd'hui, la France, elle est incomprise. Elle communique très mal et il y a un sentiment de francophobie qui se développe. Et quand on est français, on peut avoir des problèmes dans les pays de résidence. Et donc, il y a ce sentiment qui se développe. Et moi, bien évidemment, en tant que député et représentant du peuple français, ça m'attriste. Et donc, j'essaye de porter cette parole auprès de l'exécutif, auprès du gouvernement, pour leur faire prendre conscience de ça. Et je l'ai dit d'ailleurs dans une question d'actualité au gouvernement il y a 2 semaines, sur les frais de scolarité, en disant, vous savez, aujourd'hui, il y a un sentiment de francophobie, monsieur le Premier ministre, qui se développe. Mais est-ce que c'est par rapport aussi aux frais de scolarité, ou est-ce que c'est par rapport au fait que l'enjeu migratoire, la gestion, j'ai envie de dire, de la migration, et ça date aussi effectivement du temps du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, ça s'est perpétué avec François Hollande, et c'est peut-être que c'est aussi, et c'est tout cas ça continue d'être d'actualité avec Emmanuel Macron. C'est peut-être que la France renvoie une image aussi pas positive ou pas très positive, en tout cas à l'égard des pays africains. C'est pas vraiment une question que vous me posez là, c'est une analyse. Non, je pas. Est-ce que ce n'est pas la conséquence je suis d'accord avec cette analyse, de dire que chaque pierre qu'on pose dans le parc de la francophobie, mais c'est une pierre qui reste. Voilà, elle est là. Et puis voilà. Et donc, il faut qu'il y ait un moment où on en prenne conscience
et que aujourd'hui, quand on met 35 milliards pour stabiliser, pour nos armées, etc., et pour permettre une stabilité de l'Afrique, la France, elle le fait. Elle le fait, c'est le seul pays au monde à le faire. Et en Europe, on est le seul. C'est pour ça que moi, l'histoire des 3%, quand on nous dit 3%, 3% de déficit budget, pas de problème. Mais qui met 35 milliards dans son armée en Europe pour notamment permettre la stabilité de l'Afrique? C'est le fameux débat toujours entre Paris et Berlin. Et si on ne stabilise pas l'Afrique, je peux vous garantir que les vagues migratoires qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les 300, 400 personnes qui sont sur des bateaux... C'est pas l'Allemagne qui exploite l'uranium au Niger, c'est la France qui exploite l'uranium au Niger. Oui, mais l'Allemagne, elle a aussi des intérêts au Sénégal, elle a des intérêts au Niger, elle a des intérêts partout aussi. Donc la France paye aussi. C'est des relations bilatérales. Oui, mais par rapport à la migration, parce que je dis ça parce que la semaine dernière à Marrakech, vous avez suivi comme moi l'adoption du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Ça s'est fait, donc ça a été adopté par quelques 150 pays, je crois. Dont la France. Dont la France, on l'attendait éventuellement aussi Emmanuel Macron, mais il était pris avec les gilets jaunes, et puis il a fait une intervention télévisée aussi. Oui, il y a eu ça. Non, oui, ça c'était avant les attentats. Oui, c'était le samedi. C'était le fameux samedi, oui, exactement. Voilà, donc Emmanuel Macron, du coup, n'est pas venu. Angela Merkel était là, par contre. Oui. Elle s'est baladée d'ailleurs, Jamal Fna. C'est moi, Jamal Fna. C'est vrai? Oui, c'est baladé. Ah, c'est bien. C'est très bien. Et voilà, donc du coup, par rapport à ces questions-là aussi migratoires, la France, l'Europe, vis-à-vis du Maroc, parce qu'on est en première ligne là-dessus. On nous demande de faire des choses. Nous, on dit, voilà, on a encore dit d'ailleurs à Marrakech, lors des Atlantic Dialogues organisés par l'OCP, il faut humaniser aussi la gestion de la migration. On ne peut pas. La répression policière, c'est pas la solution. Je suis intervenu, d'ailleurs, cette intervention a été beaucoup relayée en Algérie, pas au Maroc, mais je suis intervenu sur notre politique de gestion des visas. Par exemple, sur le projet de loi de finances, je suis intervenu là-dessus, où j'ai dit aussi mon incompréhension et où j'ai eu sur le durcissement. Oui, j'ai eu le ministre des Affaires étrangères en face et puis il m'a répondu, mais j'ai dit en France, oui, français, Monsieur Le Drian, et je lui ai dit clairement, je lui ai dit, en fait, on comprend pas. Voilà, il y a des grandes ambitions, des grandes lignes qui sont annoncées par le président de la République. Et tout le monde est d'accord là-dessus, francophonie, développement, le rayonnement de la France, etc. La France qui revient sur la scène internationale, etc. Et de l'autre côté, vous avez un durcissement de la politique de visa. Vous êtes en train de dire quoi qu'en France, il y a une espèce de gouvernance bicéphale entre le président qui trace une vision d'ouverture sur les J'essaye de la comprendre, cette bicéphalité. J'essaye, mais j'avoue que des fois... Des ministres qui font plus dans la francophobie que dans la francophonie. Je ne dirais pas que les ministres font de la francophobie, vous exagérez là. Non, mais je dis que les mesures qu'ils prennent peuvent avoir ces conséquences-là. Et ça, j'alerte sur chaque point, dès que ça me semble pertinent. C'est compliqué pour la France en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est moins compliqué pour le Maroc en Afrique de l'Ouest? Voilà, je vais demander à la France B de Gilles Guérab si ça fasse marocain. J'avoue que quand la première question qu'on me pose, c'est de quelle autre origine à part française je suis, quand je dis que je suis marocain, les gens ils sont plutôt sympas. C'est vrai, ils sont plus détendus du coup. Ils sont plus détendus, ouais, c'est vrai. Comment vous ça, je l'avoue, hein, ça c'est vrai. Mais parce que je pense que la politique marocaine en Afrique de l'Ouest est plutôt reconnue comme étant une bonne politique. Et elle aide au développement, elle finance beaucoup, elle est présente. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, le travail paye. Et puis le Maroc a fait ce qu'il fallait faire. Donc voilà, mais encore une fois, je ne vais pas à commenter ou à juger la politique des différents États. Mais en tout cas, simplement dit et reconnu, je pense, avec toute la sincérité qui est la vôtre, le fait que c'est compliqué pour la France et pour l'image de la France en Afrique de l'Ouest. Et lorsque vous rencontrez des populations africaines, qu'elles soient sénégalaises, maliennes, tchadiennes ou autres, et que vous dites que je suis aussi marocain. Et vous voulez que je vous dise, je me suis retrouvé au milieu du Niger, en haut du Niger, au milieu du désert, avec différents, dans le cadre d'une mission, et je me suis retrouvé à parler berbère avec des tribus touareg, et le même berbère que chez nous au Maroc. Et quand je vais en Kabylie, etc., je parle le berbère. Et quand je vais dans certaines zones très reculées, je parle le berbère. Donc, en réalité, je me sens, je me sens, comme je vous ai dit, africain. Et je crois que c'est plus ce côté africain là qui est reconnu
à ma personne que le fait d'être originaire de tel ou tel pays, parce que comment dirais-je, mon analyse de la situation fait qu'aujourd'hui, effectivement, les États préfèrent se tourner vers l'Afrique du Nord, les États d'Afrique de l'Ouest, et avoir un dialogue sud-sud et à développer ce dialogue-là, que d'avoir des États plus éloignés, etc. Et puis avec la France, il y a aussi beaucoup de problèmes. Air France pose beaucoup de problèmes parce que les billets sont très très chers, etc. Donc il y a aussi, je vous dis, ce sentiment de francophobie, je le vois et je le vois se développer sous mes yeux. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Merci. J'espère que j'ai été franc. Vous savez, le seul juge, c'est les auditrices et les auditeurs, ceux qui vous auront écouté. Très bien. Hein, donc, merci en tout cas à vous, Michel Delguerab. Je rappelle que vous êtes député des Français de l'étranger, une 9e circonscription qui couvre 16 pays et que vous êtes aussi, ou avant tout, je ne sais pas, français, marocain et algérien, parce que vous avez votre épouse qui est algérienne et que vous avez 2 superbes enfants. Exactement. Belle journée à vous en tout cas et encore merci.